Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Si vous suivez Al24 News, vous êtes bien sur l'échiquier international. Nous nous intéresserons ce soir, bien sûr, à ce monde où, si vous voulez, cette émission se veut aujourd'hui et ce soir un regard sur la géopolitique du monde en pleine mutation et dont le monde arabe en particulier subit de plein fouet ces bouleversements. Nous allons également aborder Gaza, ou si vous voulez, le traitement médiatique qui a été fait à Gaza, un traitement médiatique d'un génocide, et de quelle manière ce génocide ou ce crime du 21e siècle, si vous voulez, a été banalisé. Le monde se cannibalise, c'est ce que nous allons aujourd'hui tenter de comprendre, en tous les cas avec nos invités que nous allons découvrir tout de suite. Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de quand même recevoir des invités, je dirais, éminents et que vous allez découvrir avec nous tout de suite, une pléiade donc de renom. Je commence par Rudolf Al-Qara, vous êtes expert en géopolitique, sociologue et politologue libanais. Vous avez été également professeur des universités, vous avez exercé au Liban mais également au Canada. Vous êtes également, ou vous avez été également journaliste à L'Orient le Jour. Monsieur Rudolf Al-Qara, bonjour ou bonsoir, merci d'être notre invité ce soir. Bonsoir madame. Bien sûr, Majid Naama, qui n'est plus à présenter également, Rudolf, plutôt politologue, spécialiste des questions géopolitiques et spécialiste également du Moyen-Orient. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Majid Naama. C'est moi qui vous remercie. Et bien sûr, celui qui n'est plus à présenter, puisque de toute façon, on a encore, vous et nous, à Al24, fait quand même d'autres émissions avec vous, monsieur Ahmed Ben Saada. Vous êtes docteur en physique, et on va le dire quand même, hein, oui. ça vaut le détour. Vous êtes analyste et enseignant universitaire, vous l'avez été par le passé. Mais vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle vous êtes aujourd'hui avec nous. Merci d'être avec nous, monsieur Ahmed Ben Saada. Merci pour votre invitation. Alors, monsieur, qu'est-ce que nous allons dire finalement aujourd'hui dans un monde qui est en pleine mutation, une géopolitique complètement fracassante, les turpitudes, je dirais, internationales. Et dans tout cela, j'allais dire, elle est où la place du monde arabe? Mais nous n'allons pas commencer par là, parce qu'on va venir quand même doucement vers cette question. Est-ce que vous pensez, pour commencer avec vous, Rudolf Al-Qara, que le monde colonial est vraiment terminé aujourd'hui? Ou est-ce que nous assistons de plus belle à cette notion du nouveau colonialisme? Oui. Nous assistons au crépuscule du monde colonial. Et quand on dit crépuscule, on parle du temps long. C'est-à-dire que la fin de cette période coloniale que je vais situer ne se termine pas par un coup de baguette magique. C'est un monde extrêmement complexe. C'est-à-dire que nous entrons dans une phase où il faut renverser, si vous voulez, une dynamique qui a commencé en 1492, avec ce qu'on appelle la conquête des Amériques, ou la découverte des Amériques, découverte par quelques-uns, mais vous savez que dans le regard colonial, l'autre n'existe pas. Et donc, on écrit l'histoire à sa propre mesure. Une terre sans population. Aujourd'hui, nous arrivons à cette phase de cette trajectoire déclinante, dont l'avant-dernière partie a été la fin du système d'apartheid en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, ça se joue en Palestine. C'est-à-dire que la dernière, si vous voulez, étape de cette trajectoire coloniale, qui est extrêmement complexe par ailleurs, parce qu'on a construit un mythe autour de la Palestine, avec également une différence concernant l'Afrique du Sud, c'est que les bourses, les Afrikaners, ne disaient pas aux populations du lieu, du cru, historique, vous n'existez pas. Il leur disait, vous êtes des sous-hommes. Alors qu'aujourd'hui, en Palestine, on nie et les Palestiniens et l'existence même de la Palestine. Et donc, je pense que nous entrons dans cette phase de fin du système colonial, avec les États-Unis d'Amérique qui ont repris tout l'héritage colonial européen et qui s'y investissent. Parce qu'il y a une interpénétration entre les intérêts des États-Unis d'une part et ce monde colonial. Je terminerai simplement sur cette question-là notamment, c'est qu'il est extrêmement intéressant de noter que cette entité coloniale qui sévit sur la terre de Palestine est désormais
totalement, organiquement intégré à l'écosystème de l'ancien monde colonial, représenté par principalement le monde anglo-saxon et ce que j'appelle les comparses, et notamment malheureusement les Européens qui ont raté une occasion historique de se constituer en pôle autonome et qui sont devenus aujourd'hui, d'une certaine manière, et ce n'est pas à leur honneur, l'arrière-cour des États-Unis, alors que pendant des décennies, ça a été l'Amérique latine, mais aujourd'hui l'Amérique latine s'émancipe. Oui, l'Amérique latine s'émancipe et on va y revenir. On va voir à peu près les pressions qui sont en train d'être exercées sur le Venezuela, à qui on veut faire peut-être jouer le rôle de l'ancienne Colombie. Bien sûr, Majid Niama, on va dire, parce qu'on va revenir, on va y aller crescendo, je laisse un petit peu la question à Ahmed Ben Saada concernant la Palestine, mais on va venir, c'est comme une sorte de, si vous voulez, de travelling. Il y a eu quand même des bouleversements ces dernières années, entre 2022 jusqu'au jour où nous parlons. Et il y a eu aussi des bouleversements en Syrie. Il y a eu des bouleversements en Syrie, il y a eu des bouleversements au Liban. Est-ce que finalement, c'est le destin du monde arabe que de subir aujourd'hui, je ne vais pas dire le dictat, mais la force d'autrui, ou d'être intégré dans un plan auquel il n'a pas été consulté? Oui, mais quand vous parlez du monde arabe, le monde arabe, malheureusement, n'est pas une entité comme on le pensait avant, bien définie. Il y a des régimes qui sont manipulés, ou ce sont des sous-colonies occidentales ou américaines. Et il y a des États souverains, comme l'Algérie, avant comme c'était l'Irak et la Syrie qu'on a cassés, au nom des droits de l'homme, au nom de la lutte contre le terrorisme. Et maintenant, le néocolonialisme auquel on assiste maintenant, il a de nouveaux moyens de nuisance, si je veux dire. C'est-à-dire, il suffit de décréter une force de résistance de terroristes, que tout soit permis par l'Occident. Et que le droit international s'efface complètement. Et voilà. Et là, je vous rappelle une phrase de l'un des ténors de la résistance palestinienne, Abu Iyad. Il était en visite au Vietnam. Il avait rencontré le général Giap. Et Abu Iyad disait au général Giap, le libérateur du Vietnam, il dit « Mais nous, on s'inspire de votre combat, parce que c'est un combat exemplaire. » Et l'autre, il l'arrête, il dit « Votre combat est beaucoup plus difficile que le nôtre, parce que nous, on avait la Chine et l'Union soviétique qui nous soutenaient, alors que vous avez des régimes arabes qui vous poignardent dans le dos. » Malheureusement, on est en plein dans cette situation. Oui, tout à fait. Et puis, pour parler aussi des mutations, je rappelle la fameuse phrase d'Antonio Gramsci, il dit « Le monde ancien se meurt, le nouveau monde peine à renaître, et entre les deux, il y a toutes sortes de monstres qui surgissent. » Et là, maintenant, on est à la période où ce sont les monstres qui dictent le rythme. Voilà, c'est pour ça que je disais, est-ce que le monde ne se cannibalise pas? Parce qu'à un moment donné, on disait qu'ils sont sauvages. Aujourd'hui, carrément, ils se mangent. Ahmed Ben Saada, alors, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, comment vous expliquez qu'à chaque fois qu'il y a crise dans le monde occidental, c'est le sort du monde arabe d'en subir les conséquences, dans le sens où c'est la Libye, c'est le Liban donc qui prend un coup, c'est le Moyen-Orient donc avec ce qu'on appelait avant le Grand Chem, la Palestine et la Syrie. Et est-ce que c'est un hasard que ce point géodésique ou de ce changement, de ce bouleversement, de cette renaissance qui peine donc à venir, se fasse toujours dans cet épicentre qu'est la Palestine aujourd'hui? Oui, en fait, la Palestine a toujours, la cause palestinienne a toujours occupé l'espace médiatique depuis très longtemps. On le voit parce que c'est une cause qui est juste, qui est vue par l'ensemble de la population de la Terre comme juste, mais qui est en fait gérée d'une façon par les Occidentaux à
arriver à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire carrément un génocide. Oui. Les crimes de guerre contre la Palestine ne sont pas nouveaux. Il y en a eu à travers l'histoire récente d'ailleurs, que ce soit en 2008-2009, que ce soit en 2014, etc. Mais cette fois-ci, il y a une volonté de faire disparaître un peuple complètement, de le faire en fait, de l'enlever d'une portion du pays, de son pays d'origine, de les mettre ailleurs. Donc je vous rappelle qu'au début du génocide de Gaza, on voulait carrément expulser les Gazaouis de leurs terres. Et après, on a démoli leur... en fait, il y a eu, on n'a pas juste tué des gens. On sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts. Et encore, le chiffre, on ne connaîtra pas parce qu'il y a des victimes qui sont encore sous les décombres. Mais ce qu'on a détruit, c'est qu'on a détruit l'histoire de ce pays. On a rasé des cimetières, on a rasé des mosquées, on a rasé des églises, on a rasé le fondement de ce que c'est qu'une culture d'un pays archéologique. C'est très important, ça. Exactement. Alors qu'on nous parle justement de préservation, de culture à travers le monde, alors que dans le cas de Gaza, il n'y a personne qui s'en est occupé. Et aussi, on parle d'environnement, on parle de préservation de la planète, mais des milliers de tonnes de bombes qui sont tombées dans cette région et on ne s'inquiète pas de la pollution, etc. Vous voyez donc le double discours de l'Occident par rapport à ce qui se passe dans le monde et par rapport à ce qui se passe à la Palestine est flagrant. Et en fait, c'est une mauvaise chose pour une bonne chose, parce que la population, on a constaté depuis 2023 que la population mondiale, même des populations jeunes en Occident, qui prennent la défense de la Palestine et qui demandent à ce que la Palestine et ce peuple ait un pays digne de ce nom et qui soit respecté comme étant des êtres humains. Et on a vu aussi la bestialité des actes sionistes contre la population, aussi la déshumanisation aussi de ce peuple. On les traitait de bêtes, on justifiait le génocide par le fait qu'ils ne sont pas des êtres humains, que ce sont pour revenir à ce que vous dites, des cannibales en fait. Et en plus, même à ça, c'est-à-dire que dans certains médias, on les trouvait responsables de leur propre mort, c'est-à-dire qu'ils l'ont cherché, cette mort-là, ils l'ont mérité, et qu'eux-mêmes ont demandé à ce qu'ils... D'ailleurs, à un certain moment, quand on parlait de Shoah, etc., on a dit que certains sionistes ont dit, regardez, les Palestiniens nous copient actuellement, ils sont en train de nous copier parce qu'ils veulent avoir leur génocide. C'est absolument aberrant. Et nous assistons en même temps à une disparition complète du droit international. Et c'est ça qui est inquiétant actuellement. Dans ce que dit Gramsci, qui est cité par c'est qu'actuellement, la chose la plus inquiétante actuellement, c'est la disparition du droit international, c'est l'effacement des Nations Unies. Et c'est la loi de la force, la loi de la jungle qui mène les relations internationales. Vous avez vu, par exemple, les supposées annexions du Canada, les supposées annexions du Groenland, par exemple. C'est des annonces qui sont absolument... je veux dire, bien sûr, je vais vous donner la parole, M. Rodolphe. C'est vraiment... nous assistons actuellement à un monde qui est complètement... en folie. En folie, voilà. Et c'est malheureux parce que ça va avoir des conséquences sur les populations du monde. Voilà. Sur ce qu'on appellerait ce Sud global, parce qu'on l'a appelé comme ça, on verra par la suite. Oui, allez-y, Rodolphe Kara. Depuis quoi, pour apporter un éclairage supplémentaire bien sûr. Question que vous... D'abord, concernant la loi de la jungle, c'est d'une certaine manière, c'est une formule que je récuse. Parce que dans la jungle, on ne tue pas par plaisir. On tue parce qu'on a faim. Il y a des besoins. La loi de la nature, c'est... Et là, ça l'est plus clémente. Une bête dite sauvage ne tue pas par plaisir, mais pour se nourrir. Excusez-moi. Oui, bien sûr, soyez à l'aise. Vous avez posé une question fondamentale. Je voudrais apporter un éclairage supplémentaire sur cette région du monde en particulier. Et là, je voudrais revenir, si vous voulez, sur le temps long, sur l'histoire. Pourquoi la Palestine? Et pourquoi dans cette zone charnière entre... Vous m'avez anticipé, allez. C'est super, j'aime bien ça. Mais non, mais je voulais parler ici, allez-y. En complément bien sûr, poursuivez l'idée, c'est très intéressant. D'une conférence et d'une lettre adressée à Lord Balfour. Parce qu'on fait
constitue, si vous voulez, le début de la tragédie palestinienne et du crime palestinien contre la Palestine, avec la déclaration Balfour. Ça a commencé beaucoup plus tôt. D'abord, sans revenir évidemment, on ne peut pas ici sur tous les détails historiques, bien sûr. Aux États-Unis, je voudrais signaler, si vous voulez, une espèce de projection messianiste dans la vision évangéliste, ou évangélique plutôt, américaine, oui. Aux États-Unis, dès le début, dès la fin du XVIIe, du XVIIIe, XIXe siècle, et notamment une lettre adressée par le président des États-Unis, John Quincy James, en 1825, un de ses conseillers, dans laquelle il réclamait l'édification d'une nation juive en Judée et Samarie. Nous sommes en 1825, c'est-à-dire avant la déclaration Balfour, avant même la formulation de ce qu'ils appellent la Manifest Destiny, c'est-à-dire cette espèce de soi-disant décision divine qui leur a donné le droit de régner comme un vaisseau mère sur le monde. De façon plus proche encore, il y a cette fameuse conférence de 1907, pour la faire courte évidemment, organisée par le Premier ministre de l'époque en 1907, Campbell Bannerman, qui a réuni toutes les Dominions et qui disait qu'il fallait, une des résolutions, c'était d'empêcher le monde arabe de se constituer en entité unifiée, d'une part. Et alors, à cette conférence a participé la personne qu'on considère comme étant le père de la géopolitique britannique, Lord Halford Mackinder. Et en 1919, Halford Mackinder envoie un courrier à Lord Balfour en lui disant textuellement: nous pouvons désormais dire, à la veille de la conférence de Versailles, la vérité. La création d'une entité allogène sur la colline ça signifie Jérusalem, va nous permettre, je cite textuellement, allez-y, de contrôler le point charnière de l'Eurasie, c'est-à-dire le point qui relie l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et il dit textuellement également: ceci permettra de donner aux Juifs, au singulier, vous voyez l'approche culturaliste de la chose, un rang. Ça commence à ce moment-là. Et puis progressivement, avec le jeu des intérêts entre blocs, on va arriver à la situation que vous connaissez, qu'on vit aujourd'hui, mais elle est passée par plusieurs étapes. Et ça, si nous avons le temps, j'aimerais justement parler de ce qui s'est passé après l'effondrement du système des blocs. C'est là où commence, si vous voulez, la question du problème posé par le droit international. Et c'est là où on se rend compte, d'une part, que le droit ne peut réellement être pratiqué que s'il y a un équilibre des rapports de force. Sinon, d'une part, et d'autre part, voir quel est le rôle de l'ONU qui est fondamental. Et ici, je voudrais rappeler encore un point, c'est que n'oubliez pas que l'entité coloniale est la seule entité sous forme d'État qui a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU, qui a été créée par l'ONU. Le paradoxe, c'est qu'il y a quelques mois, nous avons eu le fils, le produit, l'avatar, qui est né de cette... déchirer la charte de l'ONU, c'est-à-dire littéralement assassiner sa mère. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe avec l'entité sioniste, justement. Majid Naama, je reviens vers vous. Et comme je disais tout à l'heure à Rodolphe Rara, vous m'avez un petit peu anticipé, c'est comme s'il avait lu un petit peu dans mes idées. En fait, j'allais dire que ce monde, ou ce Moyen-Orient, finalement, il n'est pas victime, si vous voulez, comment dire, de ses richesses. C'est pas vraiment ça. Il est victime de sa géographie, il est victime de sa civilisation, il est victime de sa religion. Oui, son histoire. Si vous voulez, pas la question religieuse, c'est à part. On va dire sa civilisation et son histoire. Il faut clarifier une chose, la création d'une entité sioniste en Palestine, dans cet endroit du monde, n'est pas fortuite. N'a rien de religieux. Voilà, oui, bien sûr, je comprends. Je vous rappelle qu'en 1840, quand la Syrie et l'Égypte s'étaient réunifiées sous la direction d'Ibrahim Bacha, le fils de Mohamed Ali,
pour rénover l'Empire ottoman, tout l'Occident s'était réuni pour casser ce projet de restauration du monde islamique. Et à l'époque, il y avait le Premier ministre britannique Palmerston, qui n'est pas juif, qui a dit il faut créer un État barrière entre la Syrie, entre l'Afrique et l'Asie, pour que ce cauchemar, c'est-à-dire la réunification du monde arabe, ne se reproduise plus. Et à l'époque, les Juifs n'avaient pas leur mot à dire dans cette histoire. Mais on leur a donné une force. Même avec la déclaration Balfour, la réunion du Conseil des ministres qui a décrété la déclaration Balfour, il y avait un seul ministre juif. Et c'était la seule voix contre la déclaration Balfour. Il a dit, moi je suis juif britannique, ça ne m'intéresse pas, ni la Palestine, ni... Donc le caractère colonial de cette création, et elle continue. Quand il y avait, après le 7 octobre, on a vu tout l'Occident défiler en Palestine pour apporter leur soutien à l'entité sioniste. On a vu les présidents, les chefs de l'armée, tous les responsables politiques européens venir se courber devant Netanyahou et son projet génocidaire. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est leur projet colonial qui est en train de recevoir un coup mortel. D'être menacé. Voilà, c'est ça le problème, parce que ça n'a rien de religieux. Voilà, oui, je comprends ce que vous voulez dire parfaitement. Ahmed Ben Saada, ce que vient de dire maintenant, à l'instant, Majid Nama, effectivement que le 7 octobre 2023, ça a un petit peu fait l'effet inverse, parce que finalement, l'entité sioniste pensait qu'elle allait avoir la sympathie du monde, et finalement, ça s'est retourné contre elle. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien? Donc, à quelque chose, malheur est bon. Mais ce qui nous intéresse maintenant, Ahmed Ben Saada, c'est de savoir, avec vous, comment cette guerre ou ce génocide contre les Razaouis a été médiatisé depuis le début jusqu'au cessez-le-feu, entre guillemets, on va le laisser comme ça, parce que de toute façon, il est à chaque fois systématiquement violé, ce fameux cessez-le-feu. Et donc, on va dire pourquoi, depuis le début, on a vu que lorsque le 7 octobre 2023, ce qu'on appelle ce génocide a commencé, parce que juste après, ça a été très rapide, c'était plus ou moins médiatisé, et puis sur les médias occidentaux, parce qu'on verra par la suite pour les autres, et que cela a été, si vous voulez, crescendo en déclin. Comment on peut percevoir cette couverture médiatique aujourd'hui avec un peu de recul? Alors, ce que les études montrent actuellement, il y a plusieurs études, il y a une étude française qui a été faite pendant les premiers mois après le 7 octobre 2023. Il y a eu une étude aussi pendant une année qui a suivi justement les événements du 7 octobre, qui a été faite par des chercheurs des Émirats. Il y a eu aussi une recherche très intéressante qui a été faite par des chercheurs allemands aussi sur les médias allemands. Tous montrent qu'il y a eu une volonté d'invisibilisation des Palestiniens. C'est-à-dire, il y a une invisibilisation par rapport au drame qui se passait à Gaza. Alors bien que, par exemple, la majorité des victimes étaient palestiniennes, on présentait toujours ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est-à-dire le 7 octobre, on revenait par rapport, c'est toujours la référence. C'est-à-dire, et alors, autre chose aussi, il y a eu cette invisibilisation s'est faite de plusieurs manières. Il y a eu tout d'abord la déshumanisation de la... C'est-à-dire que lorsqu'il y a une victime ou un otage israélien, on va le présenter comme étant une personne qui a une famille, etc. On essaye de donner jouer sur l'émotion. On appelle ça un biais cognitif. Oui, voilà. C'est un biais cognitif en fait qui est utilisé dans les guerres cognitives, qui en fait on appelle ça le biais de la victime identifiable. C'est-à-dire que lorsque vous identifiez quelqu'un, vous êtes plus sensible à ses malheurs. Mais lorsque vous présentez, vous projetez en lui. Pire que ça, chez les Allemands, ils présentaient les victimes israéliennes comme étant des victimes proches
du lecteur ou du spectateur, c'est-à-dire qu'ils vont présenter les Israéliens comme quelqu'un de développé, quelqu'un qui ressemble à celui qui le regarde, alors que les Palestiniens étaient présents. C'est des nôtres. C'est des nôtres. Oui. Ce sont des nôtres. C'est comme ça s'est passé avec l'Ukraine. Hein. Exactement, exactement. C'est toujours les mêmes méthodes qui sont utilisées. Les blancs, les pauvres qui sont des victimes. Et donc les autres, ce sont une masse non identifiable. On ne peut pas générer des sentiments envers eux. Gardez l'idée, juste, M. Ahmed Ben Saada, c'est pas parce que je veux vous couper, mais on va juste sortir une petite pause et on revient. Mais gardez l'idée. Merci. Alors le débat se poursuit. Ahmed Ben Saada, je reviens vers vous. Chose promise, donc chose due. On termine de là où on s'est arrêté. Donc effectivement, on parlait du fait de déshumaniser et maintenant on invisibilise, c'est-à-dire qu'on est carrément dans la guerre cognitive. Exactement. On voit bien, par exemple, des études comme l'étude française, on voit bien que, par exemple, à mesure que le nombre de morts augmentait dans le temps, on voyait que, par exemple, les unes des principaux journaux français baissaient. C'est-à-dire qu'il y avait c'était inversement proportionnel. En fait. Dès que le nombre de morts palestiniens croissait, on voit une diminution flagrante. On médiatise moins. On en parle moins. Et même quand on médiatise, on va plus parler de ce qui s'est passé au 7 octobre. On ne va pas parler de toujours le même référent. Et autre chose, l'invisibilisation se fait d'une autre manière. C'est-à-dire on va donner moins de crédibilité à ce qui vient de Gaza. Pourquoi ? Parce que l'État sioniste a interdit aux journalistes d'accéder, comme dans tous les conflits mondiaux. Et ceux qui sont là-bas, ils appartiennent à Hamas, donc directement à Hamas. Donc, du moment qu'ils appartiennent à Hamas, donc ils sont décrédibilisés, ce qui est complètement faux, parce que les chiffres qui venaient des journalistes de Gaza étaient adoptés par l'ONU. Il y avait un travail professionnel qui a été fait par ces gens-là. Et d'ailleurs, l'invisibilisation se fait aussi en tuant les journalistes. C'est-à-dire qu'on les empêche de parler, de témoigner de ce qui se passe sur place. Et le travail de Nick Turge, le journaliste américain Nick Turge, est extrêmement intéressant. Il montre on sait qu'actuellement, il y a eu au-delà au bas mot 225 journalistes qui ont été assassinés volontairement par l'État sioniste, et que ça représente en fait le même nombre de journalistes qui ont été tués durant la guerre de sécession, durant les 2 guerres mondiales, durant la guerre de Vietnam, durant la guerre de Yougoslavie et en Afghanistan. C'est absolument toutes ces guerres réunies. C'est le drame et le crime contre les journalistes qui n'a jamais été fait dans l'histoire connue de notre humanité. Oui. Donc après, qu'on ne vient pas dire que si on fait des comparaisons, même si on dit comparaison n'est pas raison, mais il y a eu quand même un holocauste. On a brûlé vifs des Palestiniens, que ce soit par des drones, que ce soit... On a tué des enfants, il y a des témoignages où on a tué sciemment des enfants. On a tué des gens qui venaient chercher de la nourriture on les a affamés puis on les a tués. Tout à fait. Exactement. C'est pour ça que je revenais tout à l'heure, et on parlait tout à l'heure avec Rodolphe sur le fait qu'aujourd'hui, le rôle de l'ONU. Parce que finalement, on est en train, si vous voulez, à chaque fois de grignoter sur ce rôle de l'ONU, qu'elle doit jouer. Et dernièrement, on a vu avec, on a mis fin à l'action de l'UNRWA sur le territoire. Exactement. Ce n'est plus l'UNRWA qui gère les aides, mais une fameuse ONG qui s'appelle GHF et qui est à la solde des Américains, pour ne pas dire autre chose, parce qu'il s'avère que le patron serait même sioniste. Donc vous voyez à quel point... Un mercenaire. Voilà, un mercenaire, et qui donc explique un peu le fait qu'à chaque fois, c'était plus des points d'aide ou de distribution de nourriture, mais carrément d'aide, des points pour tuer les Palestiniens. Le mercenariat aux États-Unis est très particulier, parce qu'une grande partie de l'armée américaine sur le terrain, ce sont des mercenaires. Ils appartiennent à des sociétés privées qui font ce que M. Merz, le chancelier allemand, a appelé le sale boulot pour nous.
Voilà. Et il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Oui. Il y a aussi, Allez-y, je voulais parler aussi de l'invisibilisation sémantique, par exemple. On va traiter, par exemple, pour parler des otages israéliens, on va parler d'otages, mais quand on prend des otages palestiniens, on les met dans des prisons et on les torture, on les appelle des prisonniers, par exemple. Vous comprenez? Lorsqu'on parle du conflit, par exemple, on ne parle pas de génocide, on parle d'attaque, de riposte. Nous faisons de la défense, nous nous défendons contre des... Voilà, et aussi l'utilisation de certains termes, par exemple le terme de bêtes, d'animaux, etc., pour désigner les Palestiniens, alors que les autres de l'autre côté, ce sont des gens civilisés. Donc vous comprenez, il y a toute cette sémantique qui a été... Des éléments de langage qui ont été utilisés justement pour déshumaniser, dépersonnaliser le peuple palestinien qui est le peuple de ce pays. Je veux dire, c'est absolument aberrant. Ce sont ces gens-là qui sont issus de ce pays et dont la terre leur appartient. C'est kafkaïen comme situation. Cette situation est complètement kafkaïenne. Le problème, c'est qu'elle est, c'est-à-dire, voilà, allez-y. Ce n'est pas nouveau. Dans le livre de Herzl, le fondateur, avec la bénédiction d'un Occident complètement. Pour vendre son projet colonial, il a dit nous voulons nous constituer en avant-garde de l'Occident, de la civilisation, parmi les barbares. Oui. C'est déjà le fait. C'est avec son livre de l'État juif. Et finalement, Majid Nahma, l'Occident est en train de démontrer par 1+1, je ne sais pas, par A+B, que tout ce discours, tout ce narratif sur la démocratie, sur la liberté d'expression, n'était qu'un discours, si vous voulez. C'était qu'une vitrine, parce que derrière se cache vraiment un monde d'une grande cruauté, et que lorsqu'il s'agit de l'autre, l'autre n'existe pas à partir du moment où nos intérêts sont en jeu. L'Occident s'est complètement discrédité. Oui. Je vous cite une déclaration de l'ancien ambassadeur israélien à Paris, qui est un historien, Bernabi. Il a dit, maintenant, quand je parle de la Shoah devant les jeunes, il me répond tout de suite, « Et Gaza ». Et Gaza, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire la guerre de l'image, de l'information, Israël l'a perdue, et l'Occident avec. Parce qu'il ne faut pas séparer les deux. Tout à fait. Oui, Rudolf, je reviens vers vous, Ahmed Ben Saada. Israël est un fait colonial. L'entité est une entité coloniale. Elle fonctionne sur ce principe. Voilà. Dans, si vous voulez, la pratique coloniale, la maîtrise du récit et le contrôle du récit est fondamental. Tout à fait. Et c'est là où vous voyez, dans le récit sioniste et occidentalo-sioniste, pour utiliser ce néologisme, une inversion du sens et une inversion du sens des mots. Quand on vous parle de paix, en fait, il s'agit de guerre. De guerre. Hein? Quand on vous parle, on vous dit que c'est l'armée, vous connaissez l'expression, la plus morale du monde, on découvre que c'est l'armée la plus immorale du monde. Et ici, sur le 7 octobre, en 2 mots, je ne veux pas court-circuiter non, pas du tout. vos au questions. Contraire, vous ne court-circuitez rien du tout. C'est l'effondrement, le 7 octobre, de tout le récit mythique sur l'investibilité de l'entité coloniale. Souvenez-vous dans quelle perspective ou dans quel, si vous voulez, contexte s'est produit le 7 octobre. On parlait de la fin de l'état de belligérance, on voulait imposer l'inexistence de la Palestine, on a inventé une imposture totale qui s'appelle les accords d'Abraham, une espèce de falsification. Oui, c'est vraiment une monstruosité au sens, qu'est-ce que c'est un monstre? C'est quelque chose de fabriqué avec des éléments issus et qui donne naissance à un être qui n'a aucune consistance réelle sur le terrain. Le 7 octobre est venu briser, si vous voulez, cette dynamique. Et c'est ça qui explique, entre autres, cette formidable hystérie qui s'est produite avec la diabolisation
de Gaza et du Hamas. Si vous venez de tous les propos qui ont été tenus, à l'époque, ce sont des animaux, ce ne sont pas des hommes, on va les annihiler, on va Tuez-les les tous, détruire. enfants, y compris... Plus personne ne parlait de droit international. Vous savez que dans le droit international, le simple fait de menacer, d'annihiler ou de détruire l'existence d'un peuple est un crime de guerre. C'est pour ça que la CPI avait parlé d'intention de génocide. Je ne sais pas si le terme holocauste devrait être pris pour les Palestiniens. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Moi aussi, je ne suis pas très... Pour moi, il y a un génocide. Point. Pourquoi il faut le dire? Parce que c'est très important sur le plan du droit. Aujourd'hui, on vous dit, le droit, c'est le droit de la force. Évidemment, il y a quelqu'un, Trump, qui veut faire la paix par la force. On va peut-être expliquer. On l'a vu avec l'accord de paix qui a été signé. Non. La charte de l'ONU reste le référent de la régulation de toutes les relations internationales. Ce n'est pas parce qu'il y a des violations successives du droit que ces violations deviennent le droit. Automatiquement le droit, oui. Ça ne crée pas une nouvelle règle. Les règles sont là. C'est pas l'exception. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Et donc, ce que vous avez vu après Gaza, c'est le fait colonial que j'appelle, moi, brut de décoffrage. Il n'y avait plus de maquillage, il n'y avait plus d'habillage. Dans sa forme la plus absolue. C'était très clair. C'était très clair. Il disait, il n'existe pas, ils vont partir. Alors maintenant, vous avez évidemment, pour terminer sur ce point-là, tout un battage qui est fait, je pense, à un article d'une espèce de fou, d'un hurluberlu qui a écrit dans c'est plus que je suis poli en disant hurluberlu. Je ne veux pas le citer, il se reconnaîtra. Dans l'Express récemment, ce qui est absolument définitif et inéluctable, c'est que le Hamas a disparu et a perdu. Il doit être. C'est en fait une inversion totale de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous vouliez, vous, l'entité coloniale, au départ? Faire disparaître les Palestiniens, puis ensuite il y a un promoteur immobilier devenu occupant de la Maison-Blanche qui vient nous dire, pardon, Witkoff y compris, faire une Riviera, etc. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le promoteur immobilier en question négocie avec la résistance palestinienne et avec son représentant actuel à Gaza principal, c'est-à-dire le Hamas. Donc il faut remettre, si vous voulez, tout ça en perspective et surtout en finir avec cette unilatéralité du récit et ce monopole du récit. Et tout à l'heure, notre ami, le professeur Bensaad, a parlé de l'assassinat des journalistes. Ce qui est encore plus grave, ce n'est pas simplement qu'on les a assassinés. C'est la raison pour laquelle on les a assassinés. C'est pour faire taire. C'est pour empêcher le témoignage. Pas vu, pas pris. On connaît la chose. Pas vu, pas pris. C'est ce qui explique, et ça, je ne voudrais pas terminer, si vous voulez, sur un constat, pas une question de pessimisme, mais sur ce constat négatif. Non. Le réalisme, peut-être. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Aujourd'hui, il y a des militaires israéliens qui sont des assassins, qui ne peuvent plus mettre les pieds dans certains États parce qu'il y a une fondation comme la fondation Indrajab, qui est en train de scruter en détail qui sont les assassins, etc. Et ça, c'est un travail fondamental. Même s'ils croient qu'ils sont à l'abri. Non, mais ils ne sont plus, ils sont pas à l'abri. Non, ils ne sont pas à l'abri. Oui, alors, ce qui, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé des... Donc, était prise à son propre piège? Oui, non, j'avais parlé... j'avais parlé en fait, des médias mainstream. En fait, actuellement, nous vivons dans la nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle la génération Z. On a vu dans différents endroits du monde. C'est la génération Madagascar. Exactement. Cette génération Z, elle ne s'informe plus dans les médias mainstream. Vous comprenez? Donc, elle va beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et nous avons un raz-de-marée de publications pro-palestiniennes. Vous savez, le ratio, c'est à peu près 17 versus 1. C'est-à-dire, pour une vidéo pro-état-sioniste, disons, il y en a 17 de l'autre côté. En plus, alors pour pallier à ce problème-là, l'État sioniste a investi des millions. Il a investi 6 millions de dollars pour que chaque GPT, vous savez, l'intelligence artificielle, pour qu'elle donne un biais pro-israélien. Vous comprenez? Elle a donné des bourses absolument faramineuses pour chaque publication, pour des influenceurs. Elle a donné 7 000 dollars. Des offres comme ça. Elle a investi 42 millions de dollars pour de la publicité
pro-sionistes sur YouTube. Vous comprenez? Donc il y a, c'est juste pour remédier à cela. Oui. Elle a même fait enlever plus de 3 millions de vidéos sur TikTok. Alors TikTok, ça a été le raz-de-marée actuellement. Acheté, on va voir comment ça va se passer. Voilà, mais disons que l'opinion publique actuellement, avec les médias sociaux, est plus dupe du tout, et surtout la nouvelle génération, vous comprenez? Et je sais que l'État sioniste investit beaucoup actuellement et a vraiment peur des médias sociaux parce que, en fait, ce qui forme l'opinion publique actuellement, ce qui forme les pensées, l'idéologie des personnes, ça passe inévitablement par les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que, comme ça a été souligné avant moi, l'État sioniste a perdu la guerre de l'image, elle a perdu la guerre médiatique. Oui. C'est pour ça que je disais que finalement... Pour confirmer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire lors de la dernière conférence annuelle de l'EPAC, c'est-à-dire le lobby israélien aux États-Unis, il y a eu une recommandation. Il faut investir dans l'intelligence artificielle, car dans l'état actuel des choses, dès que vous posez une question concernant le conflit palestinien, c'est en faveur de la Palestine. Parce qu'il y a les livres, il y a les... Ils essayent de redorer par tous les moyens. De falsifier. Mais c'est perdu. Il faut ajouter à cela que quand même l'Occident, le mainstream, l'Occident collectif, ça représente maintenant une minorité sur une planète de... Face à l'avalanche des réseaux sociaux. Dans le sud collectif, le global, etc. Vous avez l'opinion publique est carrément contre le... C'est pour ça que je disais tout à l'heure à quelque chose malheureusement, parce que finalement c'est un tsunami de réaction en faveur de la Palestine. On se demande d'ailleurs si... Il n'y a pas qu'en Palestine aussi. C'est l'image de l'antisioniste qui est touchée, c'est finalement la véritable image regardez le comportement des États-Unis avec le Venezuela et la Colombie. C'est-à-dire on massacre le droit international, la justice, etc. On fait très peu de cas. On fait très peu de cas du droit international. C'est tous les jours, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je disais des abcès à peu près. Et quand on ne trouve pas des prétendus narcotrafiquants, on va s'attaquer aux pêcheurs. Ça, mais à propos de l'intelligence artificielle, on a fait la même chose avec la Colombie pendant des années. Que je considère ni intelligente, mais totalement artificielle. Vous allez voir ça. Oui, j'aime bien cette façon de voir les choses. Elle ne suit pas obligatoirement. Une des raisons, une des preuves que ne suit pas, c'est qu'on veut la modifier actuellement. Lorsqu'on dit qu'on veut travailler sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on veut donner des algorithmes à cette intelligence artificielle que des humains ont construit eux-mêmes. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est que l'intelligence artificielle ne fonctionne pas comme ça toute seule. Il y a derrière des êtres humains qui maîtrisent et qui contrôlent. Et il y a une des questions essentielles sur laquelle aujourd'hui il faut absolument focaliser les choses, c'est ces expériences qui ont été menées, ou ces études, pardon, qui ont été menées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le génocide, dans la pratique du génocide. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'intelligence artificielle se programme. Je pense que notre ami Ahmed Ben Saada, le professeur Ben Saada, nous expliquera plus en détail. C'est lui le scientifique dans notre équipe. Bon. Au début, les drones étaient programmés sur la base d'un critère déterminé. Si 30 personnes sont tuées, pour tuer ce qu'ils appellent terroriste, un résistant, on peut y aller. Oui, ce n'est pas très méchant. Dans un premier temps, ils ont découvert que ce système programmant l'intelligence artificielle des drones n'était plus totalement efficace. Ils ont monté le ratio à 100. C'est-à-dire que le drone a intégré cette idée que si, pour tuer un résistant, on tue en même temps 100 civils, enfants, femmes, etc. Dommages collatéraux, mais avec préméditation. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a des groupes qui contrôlent. Ce sont des êtres humains, il faut les identifier. Aujourd'hui, on ne peut plus... Sinon, ça fait partie de la déshumanisation. Donc, il y a des gens qui contrôlent. Il faut aujourd'hui les poursuivre, quelle que soit l'évolution
des choses sur le terrain, ces gens devront rendre des comptes. Tout à fait. Mais là, c'est une précision, c'est-à-dire le TikTok qui a été en Amérique seulement, qui a été vendu, il a été acheté par des lobbies israéliens. Voilà. Parce qu'il détient l'argent. N'est-ce pas, Ahmed Ben Saada, qui détient l'argent, en fait, peut faire toutes les manipulations. Je ne leur plais pas, ils m'achètent. Moi, je ne suis pas vendable. Il y a des gens qui sont vendables. Voilà, s'ils sont vendables, ben voilà. Oui, ils mettent beaucoup d'argent, c'est-à-dire que ils mettent le prix. Les gens ne comprennent pas le montant d'argent qui est utilisé pour la défense de l'État sioniste. C'est absolument aberrant, c'est des chiffres astronomiques. Je veux dire, il n'y a aucune commune mesure. Je veux dire, il y a des investissements qui se chiffrent en millions, voire des milliards de dollars pour la préservation. C'est tout un budget. Vous avez des centaines de fondations, soi-disant fondations, qui aident, par exemple, l'armée, l'IDF, l'armée d'occupation. Vous avez des gens qui investissent dans la colonisation des terres palestiniennes, etc. Mais ça se chiffre, c'est absolument aberrant. Je veux dire, il y a une somme d'argent astronomique qui va directement pour... et c'est pour ça que cet État est complètement factice, c'est-à-dire qu'il ne dépend en fait que de la bonne volonté de ces Israéliens, américains israéliens ou américains juifs. Et on l'a vu pendant l'agression contre l'Iran, avec l'Iran. Oui, mais regardez, on le voit tout le temps, c'est-à-dire si vous consultez, actuellement je suis en train d'écrire un livre justement sur le lobby sioniste, et quand on consulte les rapports d'impôts de ces fondations, c'est absolument incroyable à voir. Ce sont des chiffres extrêmement révélateurs par rapport à... Mais vraiment effrayants aussi. Oui, mais le 7 octobre a changé la donne, y compris dans les pays occidentaux. Oui. C'est-à-dire que maintenant, les gens dénoncent. Voilà, ils voient. Ils dénoncent même leur propre gouvernement. Quand vous voyez une image et vous avez des tonnes de discours pro-israéliens, mais l'image est beaucoup plus efficace. Voilà. C'est ce qu'on voit maintenant. Maintenant, par exemple, aux États-Unis, il y a un changement. Au sein du Parti démocrate, il y a un début. Il y a des députés qui se réclament. Au sein de la population. Au sein du Parti républicain, surtout du MAGA, Make America First Again, il y a un groupe qui n'a pas peur de dire le MAGA, ce n'est plus le MAGA, c'est le MIGA, c'est-à-dire Make Israel Great Again. Et là, c'est maintenant, là, le responsable des jeunes républicains, Charlie Kirk, qui vient d'être assassiné, parce qu'il était menacé par des milliardaires israéliens de cesser... Surtout après son discours qu'il a fait quelques semaines avant sa mort. Il faut suivre ces détails. Ce ne sont pas des petits détails, parce que c'est toute une jeunesse qui le suit. Tout est relié, tout est relié. Donc, oui, Rodolphe. On peut dire quelque chose encore sur le droit international. Nous avons sur le droit international, très rapidement. Le paradoxe. Moi, je parlais du rôle de l'ONU, parce que finalement, voilà, tout à l'heure, on parlait du rôle de l'ONU. Est-ce qu'il existe encore, est-ce qu'il est toujours fiable, est-ce qu'il est toujours nécessaire? C'est pour ça qu'on parlait du droit international tout à l'heure, Rodolphe. Oui, mais une des choses qui rend les Israéliens et leurs parents encore plus hystériques, c'est que le droit sur le génocide, principalement, c'était la Convention de Rome et les accords sur la Convention de Genève et le protocole de Rome ont été créés justement à la suite du crime qui a été commis par l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, ce qui les rend fous, littéralement, c'est que ce droit-là se retourne contre eux qui sont en train de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très rapidement aussi, moi je voudrais insister sur cette continuité dans, si vous voulez, la violation du droit de la part des parrains, du parrain principal, et aujourd'hui qui a accueilli en son sein totalement l'entité coloniale, les États-Unis. Quelques étapes très rapides. Oui, rapidement. Mais alors, la première, c'est l'ambassadeur Moynihan, dans l'ambassade des États-Unis, l'ONU, qui disait que son travail principal, sa mission, était d'empêcher l'application des résolutions de l'ONU sur la Palestine. Deuxième point, deuxième étape, il y en a beaucoup, mais ça c'est fondamental, c'est le discours fait en 2006 par Condoleezza Rice à l'époque, en tant que secrétaire d'État, remettant en question
les principes du traité de Westphalie. Or, le traité de Westphalie, ça a été le fondement de la création de toutes les organisations internationales et ça les a régulées à l'époque. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de garde-fou. Voilà, nous sommes dans une situation... C'est ça qui fait la différence. Nous sommes dans une situation vraiment évolutive et changeante. Oui. Il ne faut pas dire le droit n'existe plus. Non, le droit et la charte existent. Les pratiques de certains États membres de l'ONU sont totalement condamnables. Oui. Les pratiques de l'administration de l'ONU, nous avons encore eu un exemple hier matin au Liban, à Blida, sont condamnables. Mais ça ne signifie pas que les choses sont terminées. Au contraire, nous sommes dans un combat, et ce combat pour la justice et pour le droit se joue aujourd'hui en Palestine. Je voudrais reprendre en 2 mots ce que je disais, c'est en Palestine que se joue l'avenir des peuples du monde. Et je suis persuadée de ce que vous dites, et je suis même convaincue. Majid Nahma, non, c'est-à-dire pour le droit, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec il faut respecter le droit, ça c'est notre garantie. Oui. Mais il faut qu'il soit appuyé par la force. On doit conclure. Ahmed Ben Saada, juste le dernier mot, parce que vraiment, on est en train de me dire que le temps est vraiment fini. Moi, dernier mot, c'est une pensée à toutes les victimes palestiniennes. Nous savons que nous, Algériens, nous avons la Palestine dans le sang. Bien sûr. Ça fait partie de notre ADN et nous, en fait, on a toute notre compassion, tout notre amour à ce peuple, et en espérant que l'avenir sera meilleur. Se prolongera, voilà. Bien sûr. En tous les cas, moi, je suis convaincue que demain sera meilleur, malgré tout ce sang qui a coulé. Merci d'avoir été avec nous. C'était donc Majid Nahma avec nous, politologue spécialiste des questions géopolitiques. Ahmed Ben Saada, docteur et auteur de plusieurs ouvrages. Rodolphe Al-Qara, expert en géopolitique, sociologue et politologue libanais. Je peux juste vous dire une chose, c'est Al-Qara. Al-Qara. Ça signifie le lion. Al-Qara, naam. Voilà. Merci. Et je voulais juste rappeler, avant de clore donc, ce débat, que M. Ahmed Ben Saada, vous serez donc 2 novembre à 17h à la SAFEX, à la grande salle de conférence, où vous, bien sûr, tiendrez donc une petite conférence culture et guerre cognitive. C'est très important. Je recommande à tout le monde d'y aller. Et bien sûr, il y aura le lendemain, c'est-à-dire le 3 novembre à 14h, au stand ANEP, une vente dédicace. Certainement, j'y serai. Allez, au revoir. On se retrouvera certainement pour d'autres thèmes. Au revoir.